Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coût de la vie et inflation au menu de questions d'actu ce soir. Ce n'est pas qu'au Maroc, le consommateur affronte des prix qui l'affolent sur les étals des marchés ou supermarchés. Selon le Haut Commissariat au Plan, dans les hausses sur les produits alimentaires observées entre décembre 2022 et janvier de cette année, eh bien, les prix des légumes ont augmenté de 3,3%, ceux des fruits de 2,6%. Qu'en est-il du ressenti ? Bon, trêve de pessimisme, les choses sont peut-être amenées à se restabiliser. Exemple du plus grand marché de gros du royaume à Agadir aujourd'hui, les prix de la tomate ont chuté de 70%. Le prix de la caisse est aujourd'hui à moins de 100 dirhams. Cette baisse pourrait se poursuivre durant les prochains jours selon les professionnels et ce, grâce à la hausse sensible des températures dans la région de Souss Massa. Encore faut-il couper l'herbe sous les pieds des spéculateurs. Mais est-ce le seul mal qui ronge le pouvoir d'achat du citoyen marocain ? La Banque mondiale a publié la semaine dernière son rapport relatif au suivi de la situation économique au Maroc. Et dans un chapitre assez conséquent qui analyse l'impact de la poussée inflationniste sur l'ensemble de la répartition des revenus, eh bien sachez que ce rapport montre que l'inflation est sensiblement plus élevée pour les ménages les plus pauvres en raison du poids plus important des aliments dans leur panier de consommation. Une des questions à se poser sérieusement, c'est comment ce panier déjà varie selon la classe socio-professionnelle et selon si on se trouve en zone urbaine ou rurale. L'inflation est partie pour durer de l'avis des plus grands analystes de ce monde. Qui peut faire quoi alors ? Pour notre débat ce soir, je reçois 3 économistes. Tout d'abord, le président du Centre d'études et de recherche, Aziz Blel, professeur Mohamed Chiguer. Bonsoir. Bonsoir Lella et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. Il y en a un paquet aujourd'hui. Également avec nous, l'expert international, professeur Khalid Ben Ali. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous et marhaba. Et également avec nous un spécialiste, expert des politiques publiques, également économiste, professeur Abdelghani Liomni. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, je vous remercie. Donc messieurs, avant de parler achat, peut-être parlons pouvoir d'achat. Selon le HCP toujours, le pouvoir d'achat a baissé de près de 2% en 2022. Déjà, que signifie cela ? Que signifie cet indice de pouvoir d'achat, Mohamed Chiguer ? C'est-à-dire, en fait, le pouvoir d'achat il est lié beaucoup plus au revenu des ménages ou de la personne. Et ce revenu-là, il peut être érodé par l'augmentation des prix. Exact. Mais il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui est en jeu. Il y a aussi le filet social qu'on est en train de vraiment détériorer. Et il y a des éléments qui jouent en faveur disons, ce que j'appelle moi personnellement des amortisseurs sociaux. Et il y a, à côté du pouvoir d'achat qui est en train de vraiment de baisser, on est en train aussi de perdre ou de réduire ces amortisseurs. Et là, à mon sens, c'est beaucoup plus grave encore que pour la perte du pouvoir d'achat. Très bien, quand on parle de filet social, quand vous évoquez le filet social, il y a cette caisse de compensation qui a quand même coûté à l'État, au budget de l'État, près de 40 milliards de dirhams pour 2022. La compensation, ils n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est la compensation. Au niveau du discours officiel, la compensation, ce n'est pas la subvention, ce n'est pas le fait d'intervenir pour soutenir. Le système de compensation a été créé, réformé, il a été créé par le protectorat. Il a été réformé dans les années 70. Pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. La première, développer l'industrie marocaine à travers essentiellement pour certains produits, comme le sucre. À assurer une certaine sécurité alimentaire, comme pour le blé et le lait. Et en contrepartie, puisque les prix de ces produits sur le marché international étaient beaucoup plus bas, en contrepartie, il fallait soutenir le pouvoir d'achat des gens. Donc la compensation n'a rien à voir avec les subventions. Nous sommes en train effectivement de perdre un mécanisme d'une grande importance pour faire face au choc interne essentiellement. Très bien. Voilà. Professeur Abdelghani Liomni, je vous voyais acquiescer sur les propos de professeur Chiguer. Il y a un constat aujourd'hui, c'est que, et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela ne date pas de la Covid, ça date d'avant Covid. Eh bien, il est vrai, et ça c'est encore une fois, c'est le HCP qui le dit, que le niveau de vie
du Marocain est en dégradation depuis 2019. Et cela, bien sûr, a été tout simplement, tout bonnement exacerbé avec la crise Covid, avec la guerre en Ukraine, mais pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça, puisque en 2019, on a eu la dégradation, puisque en fait, on a eu un début d'abord de hausse des prix du carburant au Maroc, donc du gasoil et de l'essence. Mais après, avec le Covid, au contraire, l'État est intervenu avec le filet social, avec des subventions directes, avec des aides. C'était la première fois que le Maroc le fait directement aux ménages. Mais après, on a eu la guerre en Ukraine et puis on a eu l'arrivée de l'inflation qu'on n'a pas connue depuis, vraiment qu'on n'a pas connue depuis 30 ans à peu près, depuis la fin des années, depuis 95-94. Et cette inflation aujourd'hui, il faut revenir à ces fondamentaux, à ces 5 fondamentaux. C'est-à-dire que l'inflation, nous avons ou l'inflation par la demande, nous avons l'inflation par le coût, l'inflation importée, l'inflation par des chocs sur de l'offre ou de l'inflation à la politique monétaire. Alors au Maroc, nous avons tout cela mélangé au Maroc. Il y a 5, non, alors pas tout ça. Corrigez-moi si je me trompe. En fait, il y a 5, si vous voulez, il y a 5 fondamentaux de l'inflation, mais qui sont liés à 3 facteurs. Un, c'est la politique monétaire. 2, c'est le panier des ménages. Et le troisième, c'est aussi quelles sont les causes de l'inflation. Et du coup, là, les causes de l'inflation au Maroc, on le sait maintenant, elle est inflation importée, mais aujourd'hui, on a aussi une inflation par un choc sur l'offre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis au Maroc en concurrence les Marocains sur le panier alimentaire, c'est-à-dire sur les fruits et légumes, avec l'étranger. Et aujourd'hui, on est avec, il y a une concurrence d'abord avec le phénomène de sécheresse, parce qu'on a eu 2 années de sécheresse, avec les exportations qui ont bondi sur les 10 dernières années, avec le plan Maroc vert de fruits et légumes multiplié par 2. On a 80 milliards de dirhams. Mais le problème, c'est que nous, avec cette crise et avec ces difficultés que nous vivons, on se trouve en train d'exporter nos besoins. On ne peut pas exporter la paix et importer la guerre, si vous voulez. On va rappeler que le Maroc a annoncé une série de mesures pour lutter contre l'inflation. Justement, l'une d'elles était l'arrêt des exportations de certains produits. Nous y reviendrons. Mais je voudrais juste, pour que je finisse le tour de table sur la question du pouvoir d'achat, Khalid Ben Ali. Aujourd'hui, on entend moins parler du pouvoir d'achat dans les discours que celui de lutte contre l'inflation, alors que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je ne sais pas, de l'avis de l'économiste que vous êtes. Effectivement, quand on définit l'inflation, c'est que lorsqu'il y a une augmentation des prix durable sur beaucoup de produits. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de certains produits. Au Maroc, nous savons très bien que nous avons ce qu'on appelle l'inflation importée, c'est à peu près 40% des besoins de consommation. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que nous sommes face à des produits qui constituent les repas quotidiens des ménages. La pomme de terre, les oignons, les tomates. Ça, c'est d'ailleurs, le professeur Lioumi l'a très bien dit, on n'a jamais été face à cette situation. C'est-à-dire le pouvoir d'achat du Marocain n'a jamais été face à une situation comme celle-ci. Pour tout ce qui est légumes, ça, c'était... Mais là, on se retrouve, même pour ça, il y a des populations qui peinent maintenant à trouver les moyens pour financer je dirais, les besoins essentiels de consommation. Et ça, c'est une nouveauté. On pourra citer un exemple. Avec, je dirais, 30 dirhams, on se permettait quand même de faire un repas. Aujourd'hui, il n'est pas possible. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a une augmentation des prix au niveau national, le même niveau. Il y a des régions qui sont productrices, telles que la région du Sud, des régions qui sont productrices. Mais là, on se retrouve avec les mêmes niveaux généralisés et ça persiste. C'est-à-dire d'un marché à l'autre, ça persiste d'un marché à l'autre, d'une région à l'autre. Donc aujourd'hui, pouvoir, c'est-à-dire, je vais sur le marché, j'ai par exemple 100 dirhams. Auparavant, ça me permettait d'apporter 5 ou 6 produits, je dirais. Aujourd'hui, elle ne me permet d'apporter que 2 ou 3 produits et encore à des quantités moindres. Donc, quel est le poids aujourd'hui des produits alimentaires dans le panier de la ménagère? Ou en tout cas dans ce fameux indice des prix à la consommation? Le poids pour le Marocain moyen. Oui. Je veux revenir sur, parce que j'ai compris votre question maintenant, sur le lien entre le pouvoir d'achat et l'inflation. Merci. En fait, si vous voulez, quand il y a de l'inflation, c'est qu'il y a une perte de capacité d'acquérir les besoins échangeables et non échangeables par les ménages. Et donc, normalement, quand on a une perte de pouvoir d'achat, on doit avoir une intervention, soit du privé, soit du public, soit les deux. C'est-à-dire que dans les pays où il y a des moyens, on a un dialogue social pour augmenter les salaires,
pour niveler, si vous voulez, le niveau d'inflation avec les salaires, sans arriver à la spirale inflationniste. Et en même temps, on peut avoir aussi avoir un dialogue social avec les syndicats au niveau de l'État pour la fonction publique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une perte de pouvoir d'achat et une incapacité des entreprises et du public pour augmenter les salaires pour l'accompagner. Et deuxièmement, vous dites la question, quelle est la capacité? Nous avons la moitié des Marocains qui vivent dans le monde rural. Et nous avons donc 50%. Et nous avons 25% qui font partie des classes les plus vulnérables. Et si vous voulez, le panier d'alimentation, c'est 70%. Et d'ailleurs, le ACP, dans un dernier rapport, il dit que 78% de l'inflation est dans l'alimentaire et le prix du gasoil et de l'essence. Alors, selon la Banque mondiale, justement, vous parlez du rural, le taux d'inflation officiel, l'IPC, ne mesure pas l'inflation dans les zones rurales. Non. Donc cela ne concerne que la moitié des Marocains. Mais c'est une erreur. Ce qu'il faut le mesurer. Parce que le monde rural marocain a changé. Je laisse le professeur. Deux petites précisions. Oui, professeur Chiga. Lorsqu'on parle du pouvoir d'achat, c'est la dépréciation de la monnaie. Il y a cela aussi. C'est l'élément le plus important. Parce que l'inflation, il touche beaucoup plus la monnaie, le pouvoir d'achat de la monnaie. Je gagne 1000 dirhams, je gagne toujours 1000 dirhams. Mais hier, 1000 dirhams m'apportaient, je pouvais acheter beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc c'est du côté de la monnaie que l'inflation est beaucoup plus à ce niveau-là. Deuxième élément... Mais ce n'est pas le type d'inflation que nous avons Non, bien sûr. Nous avons au Maroc. Voilà. C'est le cas pour l'Égypte, pour la Turquie. Vous avez complètement raison. C'est le cas pour l'Égypte, pour la Turquie. Et la Turquie, mais pas le cas du Maroc. Absolument. Deuxième précision... Heureusement que justement, on n'a pas un dirham qui est flottant à 100%. Il y a une autre caractéristique de l'inflation chez nous. Au début, il y avait une augmentation de certains produits importés. Oui, mais dans un premier temps, c'est des produits limités. C'était l'hydrocarbure, c'était l'huile de table, des éléments qu'on pouvait maîtriser. Alors, le gouvernement n'a rien fait pour ça. Il a laissé faire. Et je vais même parler aussi de la Banque centrale, puisque c'est elle qui doit, en principe, lutter contre l'inflation. Et il y avait un deuxième temps, et ce deuxième temps, c'est à partir de septembre 2022. Avec l'augmentation du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Et une deuxième hausse en décembre. Et puis une deuxième en décembre. Il a donné le signal pour que cette inflation, cette augmentation des prix devienne de l'inflation. Oui. Et juste après, on a eu effectivement les légumes, la viande, etc. Donc, si on veut, pour résumer, une partie... Dans un premier temps, des produits, une augmentation de certains produits importés. Le gouvernement et la Banque centrale avaient suffisamment de temps pour intervenir. Ils ne l'ont pas fait. Il faut se poser la question. Pourquoi? Deuxième temps, la Banque centrale augmente les taux et puis il donne un signal et on va vers une généralisation, comme l'ont dit les deux professeurs, une génération des prix. Et on a de l'inflation. Donc c'est une inflation, j'allais dire, interne. Endogène, oui. Non, franchement, oui, je ne peux pas accuser la Banque El Maghreb de ça, honnêtement. Je ne peux pas accuser. J'analyse. Honnêtement, la Banque centrale, Banque El Maghreb, Abdel Chouahri, a pris beaucoup de temps avant de toucher, parce que toutes les banques centrales internationales, que ce soit la Fed ou la BCE, ont augmenté le taux directeur. Pour resserrer. Et donc, il était obligé de faire en deux fois, un demi-point, un demi-point. Pour répondre à l'inflation. Mais honnêtement, non, c'est pour répondre légèrement à l'inflation, mais c'est le gouvernement qui aurait pu intervenir sur les taxes, sur la TIC, pour que... La TIC sur les hydrocarbures. Sur les hydrocarbures, parce que c'est la première fois depuis 20 ans, 25 ans, qu'un gouvernement fait des économies sur le déficit budgétaire. On a fait 0,4 points, l'équivalent de 5 milliards de dirhams, alors que normalement, tous les gouvernements dans le monde laissent filer un petit peu le déficit budgétaire, et on a eu une augmentation des recettes fiscales de 18,7%. Mais justement, parce que le gouvernement a justifié cela, parce que pour le gouvernement, il y a des chantiers grandioses, tels que la protection sociale qu'il faut financer, et qu'il ne peut pas, il a juste subventionné le transport, et il ne voulait pas toucher... justement, si on subventionne le transport, pourquoi les prix continuent à augmenter? Moi, je me pose la question. Pourquoi, si le gouvernement met la main à la poche pour encourager, pour soutenir, pour subventionner les transporteurs, pourquoi on continue de subir la hausse des prix
malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, qu'on met sur le dos du coût du transport, alors que l'État paye la différence aux transporteurs. Moi, je dirais, je ne mettrai pas sur le coût du transport, parce que la subvention du transport est là. Est-ce que la subvention arrive à ses fins et réalise tous ses objectifs? Mais derrière, il y a beaucoup de phénomènes. Il y a la pluviométrie qui est venue et qui a peut-être limité l'accès aux champs, donc un problème. Est-ce qu'il y a un problème d'offre et de demande sur le marché? Est-ce que toutes les récoltes sont, je dirais, l'état des récoltes, la terre sont en bonne santé? Est-ce qu'il y a des problèmes je dirais, qui touchent la qualité? Troisième élément, maintenant quand on parle d'augmentation des prix pour les légumes, peut-être qu'après le Covid, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont changé de volet, qui ont laissé de côté certains et opté pour d'autres. Le choix pour le Maroc vert, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ont foncé pour d'autres agricultures? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faudrait peut-être analyser et mettre à niveau. Mais par contre, je dirais deux choses. Je rebondirai sur ce que ça dit le professeur Lioumi, c'est qu'aujourd'hui, si on veut parler de revoir une politique salariale, d'augmenter les revenus pour pouvoir réduire l'impact de l'inflation, il faut une économie productive. À date d'aujourd'hui, la productivité de l'économie, les années, c'était 4%. En 2002, la dernière décennie 2020, c'était à peu près 4%. Aujourd'hui, on peine à dépasser les 1%. Donc, il faudrait une économie. Sinon, on pourrait opter pour la planche à billets. Mais là, on mettrait sur la croissance pour améliorer le niveau de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une variable à prendre en considération ou plutôt limiter la demande pour faire baisser les prix, comme ce que font nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis? Si on veut parler d'augmentation des prix, on veut avoir une action sur les salaires, augmenter les revenus, c'est peut-être une mesure. Mais derrière, il y a des mesures. Parce que l'année 2022, d'ailleurs, Sidoumi l'a très bien dit, c'est que les recettes fiscales ont été là parce qu'il y a les prix qui ont augmenté, et puis la TIC a fait augmenter les choses, et on n'a fait aucune action envers le citoyen. Toutes les recettes fiscales sont orientées à la hausse. Réduire par exemple le niveau de la TVA de 1 ou 2, comme a fait certains pays. Il y a eu un choix. Il y a des chantiers prioritaires tels que la protection qu'il faudrait financer et que ne viendrait pas. Maintenant, ce choix aujourd'hui, avec peut-être, je dirais, que s'il n'y avait pas cette augmentation parce qu'à la sortie, il y a le début de l'année 2022, même avant le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, il y avait la sortie du Covid, la reprise, avec les dérèglements au niveau des systèmes d'approvisionnement, l'augmentation, mais c'était, je dirais, sur certains produits qui ne touchaient pas directement. Maintenant, s'il n'y avait pas, posons la question, s'il n'y avait pas on était resté sur notre tendance, le Marocain n'a pas de problème en termes de légumes et de fruits, même en cas d'inflation. Peut-être que les choses auraient pris une autre tournure. Maintenant, c'est ajouté le fait que le Marocain soit touché dans son pur quotidien, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les viandes rouges, les viandes blanches, donc tout le panier composant les repas du Marocain, c'est là où la question maintenant est posée. Et il faudrait trouver des moyens hors ce qu'on appelle maintenant, d'ailleurs on en discutait tout à l'heure, ces opérations de contrôle, quelle efficacité, justement, à quoi nous y venons. Une réaction. Une précision aussi. Oui, bien sûr, professeur. Il faut clarifier les choses dès le départ, parce qu'en principe, moi je n'accuse personne, ni le gouvernement, ni le Banque Maghreb. Mais si je reviens au texte, celui qui est responsable et le garant, disons, de la stabilité des prix, ce n'est pas le gouvernement, c'est Banque Maghreb. C'est clair, et c'est pour cela qu'il a l'indépendance. D'accord? Donc, il faut qu'on clarifie les choses pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Très bien. Donc, là, qu'est-ce qu'on constate? La Banque centrale, en juin, il a décidé de ne pas augmenter le taux. Sur quelle base? Sur la base d'une analyse objective. 3 mois après, elle change de position. Pourquoi? Pour les synchronisations. Oui, c'est par rapport à la BCE, par rapport à la Banque Centrale Européenne et à la Fed américaine. Je termine. Oui, la synchronisation, c'est bien. Vous avez suivi les banques pour l'augmentation du taux d'intérêt directeur, mais vous ne l'avez pas suivi lorsqu'ils avaient opté pour l'assouplissement quantitatif, lorsqu'ils ont opté pour le soutien de leur économie. Vous ne les avez pas suivis. Et puis, faut-il synchroniser
au détriment de l'économie du pays. C'est quand même bizarre. Moi, c'est pour la première fois que j'étais étonné par la position de la Banque centrale. Deux, parce que ici, le problème, c'est cette politique, la politique monétaire comme la politique budgétaire. Il a des fondements théoriques. Oui. Hein? Alors, les fondements théoriques concernant la politique monétaire, c'est quoi? C'est le gouvernement, quel que soit ce gouvernement, ne peut pas, il gère mal l'inflation. Ça, c'est l'école de Chicago, c'est Friedman. Deux, c'est que l'inflation, dans tous les lieux et dans tous les temps, c'est un phénomène monétaire. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que c'est tout à fait le contraire. Non, c'est pas... Oui, nous avons constaté que l'inflation, il n'y a pas que l'inflation monétaire, il y a une autre inflation d'une autre nature. Par exemple, pour nous, c'est l'inflation importée. Nous avons constaté que, effectivement, le gouvernement n'a pas bien géré l'inflation, mais aussi la Banque centrale n'a pas bien géré. Et ce n'est pas seulement la Banque centrale marocaine. Les banques centrales du monde, essentiellement des pays développés, se sont trouvées dans l'impossibilité de maîtriser de l'inflation. Oui, mais parce que c'est la politique de la planche à billets qui a été excessivement utilisée par ces mêmes banques. C'est l'une des raisons aussi de l'inflation. Oui, je sais. Non, il n'y a pas que cela. Absolument. Vous me laissez terminer en moins. Bien évidemment. On s'est rendu compte que même ces banques-là n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect monétaire lié à cette politique. Il y a le fait, comme vient de le dire, le climat, la guerre, etc. etc. Et qu'est-ce que l'effet principal, parmi les effets de cette incapacité, c'est la dette souveraine, la crise de certains pays comme le Ghana. En 2022, il y avait 28 pays en cessation de paiement. Aujourd'hui, c'est 52. Lorsque la Banque mondiale nous dit au Maroc, les plus touchés sont les pauvres, exact. Derrière ça, c'est quoi? Il faut le ciblage. Exact. Et non pas la compensation. Exact. Et là, c'est un vrai... Mais en fait, le vrai problème, c'est au niveau essentiellement de la classe moyenne. Ils disent que les plus riches sont plus... Tandis que les Marocains les plus riches... 10%. Absolument, ils sont plus touchés par la hausse des prix des transports et de la santé. Les moins riches, donc, sont exposés à l'inflation des prix de l'alimentation, du logement et des services publics. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. La Banque mondiale dit aussi que la pauvreté aurait pu augmenter de 2 points de pourcentage en raison de l'inflation, mais reconnaît que l'indice des prix à la consommation aurait été plus élevé si le gouvernement n'avait pas maintenu son système de subvention à un coût budgétaire important. Mais de l'autre côté, il demande à l'État, au gouvernement, de ne plus subventionner. Non, là, c'est pas la Banque mondiale, c'est le FMI qui demande. C'est pas la Banque mondiale. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ils ont une politique convergente, cher ami. Non, c'est pas la même chose. La banque, en fait, c'est très important d'expliquer d'abord ce qui se passe au niveau mondial. Au niveau mondial aujourd'hui, on a un ralentissement de l'inflation parce que le prix du gaz est en train de baisser, le prix du fret a reculé de 4 fois à peu près, et nous avons aussi un prix du pétrole qui est en décélération, et puis nous avons une croissance chinoise qui a beaucoup ralenti, donc on a un surstockage dans les entreprises mondiales qui va faire que l'inflation va ralentir. Le problème de l'inflation au Maroc, pourquoi elle surprend? Les Marocains, parce qu'on n'a pas parlé de Marocains depuis le début, il faut qu'on parle des Marocains. Si, on parle que de Marocains, on n'est pas en Libye. Je veux dire, pour moi, les Marocains, ils ont accepté cette inflation qui est importée, qui vient de l'extérieur. Ils ont accepté le carburant. Alors, cette année, la surprise, c'est quoi? Pendant ces mois, c'est que tous les fruits et légumes, tous les produits ont connu des hausses astronomiques. D'habitude, c'est la tomate et pas l'oignon, c'est la pomme de terre. Et maintenant, c'est tous les fruits et légumes qui ont augmenté. Et c'est ce qui compose l'alimentation des Marocains. Alors, il faudrait aussi dire pourquoi l'Europe, à partir du Covid, elle a vraiment été intéressée elle a fait un arbitrage. Aujourd'hui, on a un problème de main-d'œuvre agricole en Europe. Il y a un problème d'eau aussi en Europe, de sécheresse. Et le coût du travail est 50% de la production agricole. Donc, quand vous prenez 1 heure de travail dans l'Union européenne, France, Espagne, Italie, c'est à peu près 9 €. Et le prix d'une journée de travail au Maroc, c'est 100 dirhams pour un ouvrier agricole. Donc, l'arbitrage est vite fait. Donc, il vaut mieux apporter ces fruits et légumes du Maroc que de les produire chez soi parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre et on fait travailler 10 heures quelqu'un par rapport à 1 heure. Donc, ça, c'est un arbitrage.
Nous, au Maroc, avec le plan Maroc vert, on a été encouragés parce que ça nous permet de produire et d'avoir une manne en réserve de devises. Et de faire travailler des gens aussi. Sauf que cette année, on a eu une économie, la courbe du porc ou du poulet. Si vous voulez, vous avez toujours cette période hivernale où le besoin de légumes augmente en Europe parce que c'est l'hiver et où nous avons aussi, nous, un rétrécissement, une augmentation sur des produits. Par exemple, la tomate, on passe, si vous regardez la courbe, parce que je l'ai ici, hein, cette courbe, je ne sais pas si on peut la voir. On la voit. Voilà, si on peut voir cette courbe. Alors, cette courbe, on a bien une chute pendant les périodes printanières et estivales, et puis une augmentation du besoin européen en période hivernale. Et là, on s'est mis en concurrence d'abord avec les Européens, mais le nouveau, c'est avec les Africains. On a mis du temps pour conquérir les marchés africains. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les quitter, mais ils prennent que 5% sur les fruits et légumes. Donc là, c'est vraiment une superposition de malchance pour le consommateur marocain. Et aussi, ce pouvoir d'achat, moi, je pense qu'on pouvait faire quelque chose à travers les taxes, la TIC, on pouvait la toucher un peu. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que selon le HCP, 3% de décembre à janvier. Plus que ça, vous savez très bien, plus que ça. Alors, moi, c'est ce qui me pousse à poser... Madame Khadija. On ne va pas sortir du débat. Une précision. Pourquoi il y a cette augmentation des légumes et de la vie du gouvernement? Le gouvernement devrait en principe anticiper. Oui. C'est ça son rôle. On ne va pas commencer à... anticiper dans le projet de loi de finances, on a prévu une inflation contenue à 2% pour 2023. Il savait très bien qu'il y a de la sécheresse pour les bovins. Il savait très bien que l'hiver peut être rude. Donc, il fallait anticiper. Pour en même temps encadrer l'exportation et éviter ce que nous avons vu. Mais en fait, comme le disent cette école de Chicago, pourquoi ils disent que le gouvernement... Parce qu'il est soumis à des lobbies. Parce qu'il n'arrive pas à résister au lobby. D'abord, qu'est-ce qu'on constate au Maroc? Tu fais augmenter, d'accord, on va revenir. Et on commence à faire des analyses. Alors qu'en fait, il fallait tout simplement anticiper et régler le problème. Alors, en parlant d'anticipation... Si vous permettez, oui, bien sûr, je rebondirai sur deux choses. Les indicateurs qui sont baissent au niveau international maintenant, ça va générer les résultats dans les mois futurs. Donc ça, c'était attendu, et dans les mois futurs. Mais à côté, je dirais, qu'est-ce qu'il y a? Au Maroc, par exemple, nous avons le retour du niveau de pauvreté. On est revenu au niveau de 2014, suite à la Covid. Donc, non, pas que la Covid, à cause de l'inflation aussi. Moi, je dirais... C'est notre sujet aujourd'hui. C'était la Covid, l'inflation, on est revenu au niveau de 2014. Oui. Maintenant, les mesures qu'on avait prises pendant le Covid, c'était la baisse des taux directeurs, le soutien aux entreprises à travers des facilités pour le crédit, moyennant le maintien de la main-d'œuvre pour qu'il n'y ait pas de chômage. Exactement. Par la suite, on est passé à une révision et d'augmentation des taux directeurs pour faire face aux impacts de l'inflation. Donc, ce mixage de politique aujourd'hui, à mon sens, c'est que même les économistes et les décideurs au niveau international sont en train de tâtonner pour trouver la bonne solution. Parce qu'in fine, il faudrait qu'il y ait une productivité, il faudrait qu'il y ait un investissement, il faudrait un maintien de la main-d'œuvre pour créer une demande. Aujourd'hui, si la demande est en train de fléchir avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, la demande est en train de fléchir. Malheureusement, non. Parce que les gens empruntent pour pouvoir continuer à payer. C'est-à-dire que si... Alors, si on va dans votre raisonnement, je ne dis pas qu'il n'est pas bon ou que l'autre est bon, mais la demande ne fléchit pas. Si la demande fléchissait, les prix fléchiraient. La demande est là. L'offre a baissé, oui. La demande au sens d'une demande déduite par le fonctionnement de l'économie. Ce n'est pas en allant emprunter, parce que l'emprunt, c'est l'injection de ressources supplémentaires qu'on doit payer par l'impact sur quelques années. Pour maintenir un niveau de vie, malheureusement. Parce que le salaire, d'ailleurs, le revenu, c'est la consommation, plus une partie de l'épargne. Aujourd'hui, l'épargne s'effrite et on le remplace par la dette, puis une baisse du revenu. C'est ça. À un instant, il y a une injection, il y a une illusion qu'on dispose de revenus, mais au fait, on n'en dispose pas. On est en train, dans le long terme, on est en train d'endiguer. C'est l'épargne qu'on est en train d'épuiser. On est en train les classes moyennes, et on la remplace par la dette. Sur les classes pauvres, ils commencent à se réendetter avec des crédits. Voilà. Messieurs, cela fait 2 semaines que le gouvernement a annoncé une série de mesures. Alors, il s'agit de
d'une série de contrôles sur les marchés. On a baissé nos exportations, ce n'est pas une restriction totale, sur les produits, renforcement donc de contrôle et lutte contre la spéculation. Alors ce matin, sur les étals d'une grande surface, eh bien, la tomate était à 5,95 dirhams le kilo, produite au Maroc. Carotte, 7,95 dirhams. L'oignon rouge à 9,95 dirhams. L'orange, made in Maroc aussi, 8,95 dirhams. Poivron vert, 15 dirhams, 14,95 dirhams. Et enfin, la courgette, même prix, plus ou moins 17 dirhams. Messieurs, ce sont des prix qui sont aujourd'hui sur les étals malgré, je dis malgré parce que bon, quand même, ça reste des prix très hauts. Alors, il y a deux choses. L'oignon à 10 dirhams, corrigez-moi. Hein, alors, l'oignon à 10 dirhams, l'oignon à 10 dirhams, c'est la saison, parce que l'oignon rouge, c'est dans 2 mois. Okay. Donc, c'est là. Après, vous avez une culture sous serre. Depuis, il faut savoir que le prix du plastique a augmenté, le prix des engrais a augmenté. Ça s'appelle les intrants. Alors, ces intrants, et puis les gens, on l'a dit tout à l'heure, les agriculteurs marocains, ils font l'arbitrage entre exporter en euros et avoir plus d'argent ou vendre en dirhams. Nous sommes aujourd'hui sur le marché des fruits et légumes en concurrence avec l'Union européenne et avec une partie des pays africains, c'est-à-dire la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Mali. En Mauritanie aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'il n'y a plus d'arrivée de fruits et légumes chez eux, parce qu'on a pris la décision. Donc il y a une partie, si vous voulez, qui est saisonnière, il y a une partie qui dépend du coût de production, de l'inflation et de l'exportation. Et puis, nous avons des prix aujourd'hui qui reviennent, mais ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que les Marocains ont du mal à faire à manger avec 30 ou 40 dirhams. Parce que c'est une tradition. Les gens, ils disent, je peux faire à manger avec 30 ou avec 100 dirhams. Mais ça, c'est toujours connu. Pour un ménage. Hein. Je parle d'un ménage, ménage. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, les couches pauvres, eux, leur principale nourriture, ce sont les légumes. Donc aujourd'hui, si on les interdit de légumes, ça pose un problème. Et c'est pour ça que les prix que vous déclarez sont très élevés. Est-ce qu'on leur interdit les légumes ou on leur... Est-ce qu'on a déjà la culture aujourd'hui? Là, je ne parle pas du gouvernement, mais je parle vraiment du citoyen. Est-ce que nous avons la culture de consommer les cultures du moment? Parce que si vous me dites que l'oignon, ce n'est pas sa saison, nous, au Maroc, on consomme de l'oignon 12 mois sur 12, 365 jours. Oui, mais pour l'oignon, c'est connu cette période, il y a une augmentation, même en état normal. Mais la question que... 10 dirhams. Ça peut arriver, ça dépend. 10, voilà, ça tourne, c'est normal. Mais la question que l'on pourrait poser, c'est que, personnellement, j'attendrais de voir à ce qu'il y ait un éclaircissement, un peu de soleil, et voir qu'il y aurait... Parce qu'il y a une raison, c'est la pluie, la neige, il y a une accessibilité au champ. Donc, ça pourrait, dans quelques jours, s'expliquer. Après, on verra quelles sont les autres causes qui il y a la spéculation. On parle beaucoup de spéculation. Oui, professeur Chiga. Déjà, si on écoute bien le discours officiel, essentiellement les déclarations du gouvernement, il s'est donné un temps pour maîtriser plus ou moins les légumes jusqu'au mois de Ramadan. Donc, il ne faut pas vraiment entrer dans ces détails-là. Il faut écouter tout simplement les décideurs. Et on voit bien qu'on... C'est vrai que d'habitude, on a tendance à rassurer la population une semaine avant, deux semaines avant. Là, ils ont commencé un peu tôt. Ils ont anticipé, professeur Chiga. Vous parliez d'anticipation tout à l'heure. Après l'incendie. Ça, c'est le... Oui, donc, non, en fait, c'est ça le vrai problème. Oui. Par exemple, alors concernant l'exportation, pour les tomates, apparemment, d'après moi, je parle sous votre contrôle, apparemment, il y a la tomate qui est destinée à l'exportation, il y a la tomate qui est destinée au marché intérieur ou interne. Donc, moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. J'ai constaté qu'au niveau, ça a été déjà dit, les hydrocarbures, nous avons constaté que l'État, le gouvernement ou le Trésor est arrivé à avoir plus de 40 milliards pour l'année. Déjà, il y a une question sur ce plan-là. Qui profite de tout ça?
Il y a un bénéficiaire derrière tout ça. Parler des recettes fiscales, c'est ça? Oui, les recettes. Oui, d'accord. D'accord. Donc, il y a, à mon sens, il ne faut pas rester analysé d'une manière comme on est en France ou aux États-Unis. Nous sommes au Maroc. Il faut prendre en considération notre culture, notre manière de voir les choses, mais notre perception. Vous dites qu'on ne va pas... Enfin, après, là, on a parlé d'une manière très macro. Je voulais vraiment aller dans le micro, à savoir, est-ce que c'est une faute à la spéculation que ces prix-là augmentent autant? C'est la faute à l'État qui a laissé les spéculateurs faire jouer le jeu. Et là, prenons par exemple maintenant, il y a actuellement des rumeurs concernant l'importation de l'avion. Oui. Apparemment, le coût d'achat est très faible. Mais est-ce qu'effectivement, on va le répercuter sur le marché local? Et là, c'est là la question. Attention, parce que moi, je me suis intéressé à ce sujet. Dites alors, donc, je vais vous partagez avec nous, Guillaume. Alors, non, je vais vous dire, parce que comme ça, parce que je me suis vraiment intéressé au sujet de la viande. Alors, premièrement, pourquoi on n'en produit plus assez au Maroc? En 2018, il y a eu le boycott du lait. Donc, beaucoup de fermiers ont vendu leurs vaches et donc notre production donc, a baissé. Maintenant, pour produire 1 kilo de viande, l'alimentation du bétail a augmenté, le gasoil a augmenté, l'essence a augmenté, pour produire tout a augmenté. Et donc, il y a un impact. Deuxièmement, pour, par exemple, amener un camion de bétail d'Europe, d'Italie ou d'Espagne, il faut 2 millions de dirhams. Il faut 200 millions pour l'importer. Il faut 200 000 dirhams, 20 millions de dirhams, pardon. 20 millions de centimes. Voilà, 200 000 dirhams. 200 000 dirhams. Et par contre, pour amener un bateau d'Argentine ou du Brésil, c'est 200 000 euros. C'est vraiment très cher. Et donc, même si le prix de la viande en pesos, en réal brésilien, c'est pas cher, il faut amener ce bétail vers le Maroc parce qu'il y a de la distance et le coût du fret est très élevé. Mais en intégrant ce coût, je vais réagir sur ce que vous dites, c'est que maintenant, je veux bien cette solution, mais il ne faut pas qu'on crée une dépendance. Il faudrait que ça soit passagère et qu'on trouve les mesures. Parce que deuxième élément, à qui l'exportation est-elle faite jusqu'au Maroc? Je dirais non. Pour les produits, d'ailleurs, le nouveau modèle économique a préconisé un module de facturation de l'eau, l'usage de l'eau. Oh là, c'est un grand débat. Parce que là, quand on transforme... C'est tout le modèle agricole qui doit être relabouré. On opte pour un choix donné qui est plus demandé sur le marché international. Mais combien il consomme? Donc, il faudrait maintenant reposer parce que là, on est face à une situation... Aujourd'hui, la tendance future, c'est que trouver une certaine égalité pour une sécurité alimentaire en premier lieu. Et hydrique. On parle de la souveraineté alimentaire pendant le Covid. C'est vraiment important. Parce que j'ai dit limiter la dépendance. Parce qu'aujourd'hui, je trouve moins cher, mais si demain les marchés augmentent encore une fois, il faudrait trouver la solution. Donc, pour les marchés, tout ce qui est spéculation, c'était connu. Même le nouveau modèle, le Maroc vert, dans certains rapports, a signalé qu'il reste encore, que certes, il y a eu de réalisation, mais sur le plan de la commerce et le marché, il y a encore la nécessité de réglementer les marchés. Aujourd'hui, la question qui se pose, entre l'agriculteur qui produit et le consommateur qui consomme, quelle est la marge? On ne peut pas tarifer les prix parce qu'on est dans une économie de marché. Par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, et je voulais, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que tous les pays cherchent la souveraineté alimentaire, parce que c'est un des principes. Deuxièmement, on ne peut pas contrôler les prix. Maintenant, sur la spéculation, on a même localisé le marché où ça existe, c'est Inzgan, parce que c'est de là où ça vient, mais on ne peut pas réglementer les prix. Et on ne peut pas tarifer. Oui, parce qu'on est dans une économie de marché. Il faut aller à la source, réglementer les marchés, réglementer les circuits. On peut réduire la spéculation. Mais on peut réduire la chaîne. Réglementer les circuits, réglementer les marchés. Donc, mais agir maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour aller en contrôle le dernier élément qui est face au consommateur et le reste? Mais le problème, c'est peut-être... Il faut réduire les chaînes. Oui, absolument. Vous faites bien d'expliquer cela parce que le contrôle se fait sur le dernier maillon, à savoir le vendeur Carossa ou... c'est pas lui. Ou dans exactement, ou dans le souk, c'est pas lui. Enfin, lui, il se fixe une marge, certes, c'est un business aussi, mais la marge, elle est
10, voire même, enfin, je ne veux pas donner de chiffres aléatoires, mais en tout cas, elle est beaucoup moindre que celle du spéculateur et du chez nous qui vient avant le vendeur final. Alors, messieurs, donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question, parce qu'on le voit c'est écrit sur l'écran, est-ce qu'il y a un monopole aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure de lobby. Oui, il y a un problème de monopole qui fait que les prix augmentent. Si vous prenez par exemple les hydrocarbures, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une entente au niveau de ces hydrocarbures, par exemple? Ça a été fait. Enfin, le Conseil de la concurrence a sorti Moi, je pose la question. Moi, je me pose la question. Mais à ce niveau-là, on vient de découvrir que le diesel importé de la Russie est moins cher. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est bizarre quand même. Il n'y a pas eu d'annonce officielle qu'on importe du gasoil de Russie. Même, je ne dis pas officiel. Ça, c'est un autre problème. Je précise à nos téléspectateurs, pour être très Mais ce qui importe, c'est un secteur privé, non, qui importe le... Tout à fait. Moi, je me pose la question, parce que ce qui nous intéresse, c'est les intérêts du pays, en premier lieu. D'accord. Au niveau, par exemple, au niveau des légumes, par exemple, il ne faut pas voir du côté de l'agriculteur. Il faut voir beaucoup plus du côté des intermédiaires. Là aussi, on peut avoir des ententes aussi. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut trouver je ne sais pas moi, il faut innover un peu de ce côté-là pour vraiment mettre le doigt sur la situation actuelle. Parce que, surtout c'est aux mains de qui? Hein? C'est aux mains du gouvernement de faire ça. Je m'excuse. Je reviens toujours je suis légaliste. Je prends les textes. Il y a deux responsables de l'inflation. Le gouvernement et la Banque centrale. Il faut que la Banque centrale revoie ses priorités, puisqu'il ne peut maîtriser que l'inflation monétaire. Monétaire, tout à fait. Et il doit peut-être, par exemple, lutter contre le chômage, promouvoir l'économie verte, etc., etc. Il faut voir du côté, comme certaines banques centrales, il faut voir du côté du gouvernement pourquoi il n'arrive pas à prendre des décisions qu'il faut et anticiper. C'est un point, à mon sens, très important. D'accord. Oui. Moi, je dirais, vous avez posé la question sur le monopole. Moi, je dirais qu'il y a un monopole dans la décision. C'est que la décision n'est pas assez démocratique. Et pour moi, c'est ça le monopole. On a raté deux rendez-vous. On a raté le rendez-vous du projet de loi de finances 2023, où on pouvait vraiment réviser les tranches d'impôts pour différentes classes sociales, parce qu'on a fait des augmentations du SMIC de 5,5 avec une promesse après, mais on pouvait réviser pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, comme on ne peut pas augmenter sur l'IR, bien sûr. Il n'y a rien Alors, sur l'IR. le deuxième rendez-vous, on a raté aussi le rendez-vous fiscal de l'ATIC, c'est 37% pour le gasoil. Sur un litre de gasoil, il y a 37 centimes. Sur un dirham, il y a 37 centimes de taxes pour le gasoil, il y a 41 centimes pour l'essence, sur un dirham. Après, il y a les profits. Je pense que là, vraiment, on pouvait faire quelque chose dans l'ATIC, parce que la plupart des pays ont fait des ristournes. Nous, on ne peut pas faire des ristournes parce que nous n'avons pas des gens tous bancarisés, c'est compliqué, mais on pouvait retoucher parce que le HCP et Wali Bank al Maghrib, ils ont dit que 70% de l'inflation vient des carburants et des prix de l'alimentation qui sont produits aussi par les carburants. Parce que dans les pays industrialisés, on dit que l'origine de l'inflation, c'est l'énergie et les intrants industriels. Nous, l'intrant pour nous au Maroc, pays agricole, c'est les légumes et les fruits. C'est ça l'intrant pour vivre. 80% de gens vivent ça. Donc nous avons raté. Pour moi, il y a un monopole, si vous voulez, dans la décision. Je pense qu'il fallait de la concertation avec l'opposition, avec tout le monde, avec les syndicats, avec les citoyens peut-être. Il faut faire des études d'impact, on n'en a pas. Oui, mais en même temps, quand on a une majorité écrasante, si vous permettez, et sur le... Je peux juste finir ma phrase, si vous permettez aussi. Si on a une écrasante majorité au Parlement, pareil pour tous les conseils communaux, etc., pourquoi on demanderait l'avis de l'opposition ? Non, mais c'est une que pèse l'opposition aujourd'hui. La démocratie. Mais c'est une démocratie. Donc, quasiment toutes les lois sont votées. Khadija Ihsan, cette majorité est arrivée il y a 2 ans avec un projet de démocratie sociale.
Il faut oublier le... Non, il y a le mot social. Il y a l'État social, démocratie sociale, je ne l'ai pas vraiment entendu. Alors, l'État social, le discours de on est arrivé avec l'État social, et dans l'État social, oui, il y a le mot pouvoir d'achat, et on doit trouver toutes les solutions pour que les Marocains puissent vivre de leur travail ou de leur commerce, puisqu'il n'y a pas de filets sociaux. Oui. Enfin, c'est en construction. Oui, oui, si vous, je voudrais deux choses. Que pour moi, il y a un débat public, il y a une défaillance au niveau des débats publics, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et qui ne sont pas ni infirmées ni confirmées. Deuxième élément, il faut une anticipation. Parce que maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait cette situation pour aller contrôler les prix sur le marché, alors qu'il y a un problème d'origine. Troisième élément, aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. Il en est ce qu'il en est. On ne va pas la changer comme ça. Il faudra trouver la solution en réduisant et en limitant les spéculations, réorganiser les chaînes de distribution et de commercialisation, mais toujours, il y aurait toujours du risque, parce que la sécheresse, aujourd'hui, ça doit être un élément structurel, il n'est pas conjoncturel, il doit être pris de manière structurelle dans notre économie. Le problème hydrique, il doit être problème. Ces éléments-là, ils auront des impacts prochainement sur les paniers des ménagers. Mais restons à ceux qui sont, je dirais, qui sont exogènes et auxquels nous devons trouver de mesures. N'introduisons pas de nouvelles donnes de spéculation ou de nouvelles donnes de mauvaises, je dirais, aiguillage des légumes, parce qu'aujourd'hui, nous avons créé le Maroc vert, il est là. C'est justement pour limiter qu'il y ait une région ou deux régions qui soient spécialisées dans une diversification. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ce problème-là, on s'interroge, est-ce qu'on a réussi le tout? Est-ce qu'on a réalisé les objectifs? Parce que, in fine, je crois qu'au niveau du plan Maroc vert, l'important, c'était d'encourager la production, d'encourager les récoltes à valeur ajoutée pour qu'il y ait des impacts sur l'économie, et puis il y aurait une redistribution. Aujourd'hui, tout ce mécanisme-là est remis en cause par cette situation d'inflation. On prévoit un plan d'action. On prévoit un taux de croissance de 4% pour le programme gouvernement. Aurait-on les 4% pour pouvoir faire de la redistribution? Donc, c'est des grandes questions aujourd'hui qui se posent, et ce n'est pas... Bon, peut-être il y aurait des solutions qui sont en train d'être trouvées, mais ce n'est pas... Je dirais, il faut trouver des solutions radicales pour le futur. Pour les hydrocarbures, le gouvernement avait trois possibilités, trois solutions. La première solution, c'est ce que demandaient certains parlementaires, le plafonnement. Là, c'est un problème parce qu'il faut faire intervenir la compensation. Mais la deuxième solution que j'avais proposée l'autre fois, la dernière fois, c'est que tout simplement se mettre d'accord sur un prix seuil. Exact. Au-delà de ce prix seuil, l'État renonce aux taxes et le privé réduit de un pour cent, par exemple, de sa marge. Oui. Et il y avait la troisième solution, celle que le gouvernement a choisie, qui est comptable. Ce qui l'intéressait, et notre ami l'a bien dit au début, c'est de maîtriser le déficit ou bien faire... Et il a opté pour cette solution. Et qu'est-ce qu'on constate? Moi, j'étais un peu surpris par le comportement de la classe moyenne. Ils n'ont pas changé de comportement. Du tout. Ah, pourquoi? Non. Parce qu'il y a ces filets. Il faut discuter. Lorsqu'on parle de la classe moyenne, il faut parler ménage et non pas individu. Parce que généralement, la femme et le mari travaillent. Donc, il y a deux salaires, si vous voulez. Ça, il y a des filets qui ont joué. Par exemple, lorsque je prends dans les quartiers populaires, il y a des immeubles de 2 ou 3 étages. Les garages, là où habite le propriétaire, et puis un autre appartement qui est loué. Donc, il arrive quand même à... Et puis, il y a un autre élément sur lequel on ne fait pas très attention. Pour ceux et celles qui sont dans une position au niveau de l'administration essentiellement, et qui peuvent bénéficier d'une rente, j'allais dire d'une corruption, pour le dire clairement, ils ne peuvent qu'augmenter cette corruption. Donc, on ne se rend pas compte de cet effet. Pour arrondir les fins de mois, vous dites... Oui, bien sûr, je suis devant un problème. J'ai l'habitude. Même si je n'ai pas l'habitude, peut-être il y a une tentation. Et donc, on est en train d'élargir tout ce qui est malsain dans notre démarche, dans notre rapport entre l'État et le citoyen. À mon sens, c'est ce qu'on vit actuellement. Il mérite vraiment, comme l'ont dit les amis, il faut un débat. Il faut un débat, une réflexion
d'une manière sereine pour comprendre tout ça. Parce que lorsqu'on prend les instruments, les outils économiques, généralement, on n'arrive pas, parfois, vous l'avez dit, on n'arrive pas à saisir, à comprendre ce qui se passe. Donc, logiquement, il faut vraiment débattre. Il faut un débat national. Voilà. Un débat national, il faudrait techniquement une analyse. Mais pour le débat national, il nous faut un gouvernement. Techniquement, il faudrait une analyse et une décomposition de la variance pour éliminer les effets structures et prendre une à une les mesures pour pouvoir... Parce qu'en l'absence d'une étude, on ne pourra pas voir... Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, posons la question. Est-ce que... Ce sera la dernière. La dernière. Lorsqu'on constate maintenant les pompes d'essence, est-ce que les Marocains ont changé leur comportement? Si Shiger l'a très bien dit, généralement, on s'aperçoit que les gens n'ont pas changé leur comportement. Certaines catégories, mais ce qu'on observe selon des niveaux, et là, je dirais qu'il y a des classes de revenus qui maintenant guident et qui orientent la consommation et qui posent le problème de l'inflation. Merci beaucoup. En tout cas, il y a consensus pour qu'il y ait une espèce d'anticipation. Ça, il y a consensus dessus. Merci beaucoup, messieurs. Professeur Khalid Ben Ali, encore une fois, merci. Je rappelle que vous êtes économiste et expert international. Professeur Mohamed Shiger, président du Centre d'études et de recherche Aziz Blad. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Et bien sûr, mes remerciements vont également à Sia Abderni Lyoumni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Bien sûr, le débat va certainement se faire toujours, en tout cas, du moins, sur ce plateau de questions d'actu. Merci beaucoup. Du moins, heureusement. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.